Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Cédric Van Stevendel, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Villeurbanne, c'est à ce titre qu'on vous invite aujourd'hui. On sait que votre ville était réputée parmi les mieux gérées de France, mais que la situation budgétaire est compliquée. Alors finalement, quel choix allez-vous faire pour 2023 ? L'austérité ou la hausse des impôts ? Ni l'austérité ni la hausse des impôts. Le sérieux de notre gestion depuis 2 ans est reconnu par tout le monde. On continue à investir. Les grands enjeux à Villeurbanne, quels sont-ils ? C'est une ville qui croît assez rapidement. Et il y a un besoin, par exemple, sur la question des établissements scolaires. Donc sur notre PPI, notre programmation pluriannuelle d'investissement, pour le mandat entre 2020 et 2026, à peu près 300 millions d'euros, il y a un tiers de cet argent qui est réservé à la construction d'écoles. Et on va continuer à construire des écoles dans le budget 2023, puisqu'on a un investissement qui est aux alentours de 76 millions d'euros, et un tiers de cette somme va être consacré aux écoles. Pour autant, vous avez raison de dire que la situation, elle est difficile. Elle est difficile parce qu'il y a un certain nombre de dépenses contraintes qui s'imposent à nous. Pour partie d'entre elles, elles sont plutôt positives, puisque c'est l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires pour suivre l'inflation, et c'est bien normal. Ça représente 2,5 millions d'euros. Les autres sont des dépenses qui sont moins sympathiques, puisque c'est notamment le coût de l'énergie. Plus de 2 millions d'euros pour Villeurbanne, et ensuite, quand vous rajoutez des éléments liés à notre politique alimentaire, il y a encore 500 000 euros supplémentaires sur la question de la nourriture. Donc ces dépenses contraintes aujourd'hui nous amènent à une situation un peu particulière, c'est qu'on a plus de dépenses contraintes que de recettes automatiques. On a 11,5 millions de dépenses pour 7,5 millions de recettes, donc on a un gap de 4 millions. Donc ça vient dégrader ce qu'on appelle l'autofinancement, c'est-à-dire le résultat de l'année qui nous permet d'investir. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on emprunte plus, et que ça va dégrader notre taux d'endettement. Mais aujourd'hui, ce taux d'endettement était extrêmement bon, voire même extrêmement faible. La moyenne en France, c'est à peu près 6 ans pour une collectivité pour qu'elle rembourse la totalité de sa dette. Nous, on est à 1,1 et on va passer à 1,5, 1,6. Donc, un endettement qui est très faible, ça signifie aussi souvent qu'une municipalité qui n'a pas beaucoup investi et qui peut être en retard en termes d'équipement. Un endettement qui est très faible, ça donne à voir que c'est difficile d'accélérer très fort la question des investissements. Donc c'est vrai que nous sommes en train aujourd'hui de doter cette ville d'une capacité d'investissement renforcée, parce que les besoins sont là. Je parlais des écoles, mais il y a aussi la question des crèches, il y a aussi la question des équipements sportifs, il y a aussi la question des bâtiments pour loger et pour faire en sorte que les fonctionnaires de la ville travaillent dans des conditions correctes. Donc tous ces investissements, on essaye de les maintenir. Pour autant, on a pris le choix cette année de ne pas augmenter les impôts, comme vous l'avez dit. Donc vous assumez d'endetter un peu plus la ville, même si ça reste finalement peu d'investissements supplémentaires par rapport au précédent mandat. Peu d'investissements supplémentaires pour notre collectivité. Non, on investit beaucoup plus que le mandat précédent. C'est bien pour cela que cet endettement... Vous passez de un an pour rembourser votre dette à 1 an et demi. Je parle de l'exercice 23, mais il reste encore 3 exercices. Donc on va continuer à augmenter notre taux d'endettement pour financer un certain nombre d'équipements. Mais encore une fois, à la fin du mandat, on restera encore très très en dessous de la moyenne de toutes les grandes villes de notre taille. Donc pour moi, il n'y a absolument pas péril en la demeure. Pour autant, il faut qu'on trouve les moyens que notre budget de fonctionnement rapporte plus d'autofinancement pour financer ces emprunts. Et donc on travaille à cela. Et pour augmenter votre budget de fonctionnement, vous n'augmenterez pas les impôts d'ici la fin du mandat? J'ai dit que je ne les augmenterai pas l'année prochaine. Moi, aujourd'hui, la difficulté que j'ai en tant que maire, c'est qu'en fait, je n'ai pas la main sur mes ressources fiscales. C'est l'État qui décide pour moi. Et par ailleurs, l'État est en train de décider, y compris ce que je peux dépenser ou ce que je ne peux pas dépenser. Donc il y a un moment, cet État qui est en train de créer finalement une forme d'impuissance pour les collectivités, il faudra aussi qu'il assume une partie de ses responsabilités. Et j'ai suivi les débats aujourd'hui sur la question de l'augmentation de la taxe foncière, notamment à Paris, mais il y a d'autres villes qui se posent ces questions-là. La vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, l'État ne nous laisse pas libres de l'administration de nos recettes. Et ça pose une vraie difficulté. Donc si le seul moyen que j'ai à un moment, c'est d'augmenter la taxe foncière, je ne l'évacue pas. J'avais dit que je ne le ferais pas quand j'ai été élu sur le programme politique que nous avions présenté, mais c'était avant que l'État décide de fermer finalement toutes les capacités d'autonomie des collectivités. Donc c'est une question qui n'est pas fermée. Donc elle est fermée pour 23, elle n'est pas fermée. Le fait de le fermer pour 23, malgré tout, ça vous oblige à faire des économies un peu dans tous les services. Ça demande d'aller chercher un peu d'austérité partout, finalement. Oui, alors on ne le formule pas en termes d'austérité, mais ça impose effectivement de lisser un certain nombre de dépenses de fonctionnement, d'avoir des investissements qui vont eux-mêmes générer des coûts de fonctionnement
qui sont peut-être un peu plus étalés dans le temps. Donc c'est à ça qu'on travaille. Et puis ensuite, il y a toute la question effectivement des économies qu'on peut trouver. Mais vous le disiez en introduction, cette ville était considérée la ville la mieux gérée de France par le classement du Point, je crois. Et donc ces efforts, ils ont déjà été faits par la collectivité. Et moi, je dis aussi qu'à un moment, ces propos un peu faciles en disant il faut serrer tous les boulons, il faut tout visser, il faut trouver des économies parce que les gens dépensent n'importe quoi. Dans cette ville, ce n'est pas le cas. On a une vraie culture de gestion à Villeurbanne et les efforts, ils ont déjà été faits sur les mandats précédents. C'est pour ça que d'ailleurs, en arrivant, on a redonné un peu d'air en profitant du fait que l'accord de Cahors, qui était un accord qui empêchait toute dépense nouvelle, était suspendu à cause du Covid, pour aussi redonner de la marge sur le personnel pour créer un certain nombre de nouveaux services, sur la question des rémunérations. Donc moi, je n'aurais jamais un propos populiste en disant la fonction publique dépense trop, les collectivités dépensent trop. Ma ligne, c'est Mais vous ne souhaitez pas trop augmenter les dépenses. Et on transfère. Ben, bien sûr que non, ce n'est pas un moment où on peut le faire, parce qu'on a beaucoup de dépenses contraintes. Beaucoup d'économistes très à gauche, Thomas Piketty, Thomas Porcher, incitent plutôt à la dépense publique, surtout en période de crise, estimant que la dépense publique, c'est aussi l'arme de la relance. Mais vous avez raison, mais nous le faisons... Pas ce que vous souhaitez faire à Non, Villeurbanne. c'est pas... En fait, il y a deux choses. Le budget de la ville, c'est 250 millions d'euros. Sur ces 250 millions d'euros, vous avez du budget de fonctionnement et du budget d'investissement. Le budget d'investissement pour 2023 n'a pas été baissé. On reste sur 76 millions d'euros d'investissement. C'est le plus gros budget depuis qu'on est en place et c'est aussi le plus gros budget depuis 15 ans en matière d'investissement. Donc on prend notre part. Comme le Revoquet, vous dites l'investissement c'est bien. L'investissement c'est important. Faut pas bouger. En fait, le fonctionnement, c'est pas qu'il ne faut pas le bouger, c'est qu'il y a un moment, vous ne pouvez pas dépenser plus que vous gagnez. Cette année, on a un effet ciseau, on a 11,5 millions de dépenses contraintes et on a 7,5 millions de recettes. Donc on a un gap de 4 millions. Et on ne peut pas augmenter indéfiniment ce gap entre les recettes et les dépenses. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur le budget de fonctionnement. Mais ce n'est pas un propos qui vise à dire que l'argent serait mal dépensé. Si on pouvait faire plus de fonctionnement, on ferait plus de fonctionnement, je le dis ici. Vos comptes sont aussi un peu grévés par... Villeurbanne, capitale de la culture, qui a été une opération qui se termine, qui au final aura coûté un peu plus de 5 millions de plus que prévu. Oui, alors ils ne sont pas grévés pour 23 parce que le budget capitale française de la culture, c'est du fonctionnement. Et il se trouve que l'exercice 22 nous permettait cela. Par contre, pour l'exercice 23, on ne reconduit pas le budget culture à l'identique. On est extrêmement Vous continuerez de payer raisonnable. quand même un peu les capitales de la culture en 2023. On continuera un petit peu, notamment sur un événement de conclusion en mai, qui est un événement d'évaluation pour voir ce que ça a produit dans les écoles, etc. On va continuer quelques dépenses qui étaient au cœur de notre projet, notamment celles dans les mini-mix qui permettent d'avoir des lieux dédiés à la culture pour les élèves, puisque ces personnes-là ont été embauchées en CDI. Donc ça, c'est un des éléments qui va rester après Capitale française de la culture. Mais par contre, on revient à un budget antérieur en matière de culture, plutôt aux alentours de 20 millions d'euros. Et vous assumez un dérapage quand même, parce que la candidature, elle était autour de 7-8 millions d'euros de mémoire, et finalement vous êtes arrivé à 13, un peu plus que 13. Ouais. Pour moi, ce n'est pas du tout un dérapage. Je le dis comme ça, c'est-à-dire que quand on a gagné, ensuite on a eu plein de propositions différentes par des acteurs de la métropole. On a fait le choix d'avoir une très grande création artistique avec Royal de Luxe, et à chaque fois que nous avons fait ces choix, on les a présentés en conseil municipal. Et l'ADM, ce qu'on appelle la décision modificative, qui a fait qu'on est passé du budget initial au budget final, elle a été votée à l'unanimité, y compris par l'opposition. Et donc on a toujours été transparent. Donc ce n'est pas un dérapage, c'est simplement qu'on a fait plus que ce qui était prévu. Les seuls éléments d'imprévu sont plutôt des éléments liés au budget sécurité. Par exemple, sur le festival réel, le fait qu'on soit à côté de l'eau et que côté préfecture, il y a des exigences extrêmement importantes, tout à fait légitimes. C'est 700 000 euros de plus que ce qu'on avait prévu en matière de sécurité. C'est le seul dérapage, entre guillemets, qu'on peut identifier. Le reste, ce sont des choix politiques, parce que moi, je considère que la culture, c'est un investissement pour l'avenir et que ce n'est pas une dépense gadget. Vous avez appelé un bilan qui sera fait au mois de mai, mais déjà, vous, en tant que maire, quel bilan vous faites de cette opération ? Je fais le bilan au regard de ce que me disent les Villeurbanaises et les Villeurbanais d'un grand succès populaire. Cet été, on a fait une enquête flash auprès de 200 Villeurbanaises et Villeurbanais. 85% savaient qu'on était capitale française de la culture. 94% trouvaient que c'était une très bonne chose pour la ville et pour la jeunesse. Donc moi, ce que je retiens, c'est ça. Ce que je retiens, c'est 700 000 spectateurs sur l'ensemble des événements. Et ce que je retiens, c'est aussi ce que me disent les gens dans la rue sur le côté populaire des événements, sur la gratuité de ces événements. Je rappelle que aujourd'hui, quand vous allez au théâtre, certes, vous payez une place entre 15 et 20 euros, mais la plupart du temps, il y a encore 60% du coût qui est pris par l'État. Là, cet argent-là, il a bénéficié à toutes celles et ceux qui avaient envie d'aller voir de la culture. Donc,
on est interrogé sur l'évolution budgétaire, sur l'augmentation de ces dépenses. Et puis certains nous attaquent en disant que ce n'est pas raisonnable. Moi, je dis qu'en politique, il faut assumer ses choix. J'assume le fait qu'en 2022, on a mis un énorme coup d'accélérateur sur la culture, mais que ce n'était pas juste un one-shot, si je peux m'exprimer ainsi, mais que c'est quelque chose qui va engager la collectivité dans des politiques culturelles renouvelées, et je m'en félicite, et l'ensemble des acteurs aujourd'hui nous font plutôt un très bon retour sur ce qu'on a fait avec eux, donc moi je m'en satisfais. Mais vous ne maintiendrez pas les mêmes niveaux de budget culturel? Bien sûr que non, mais c'est normal d'être aussi raisonnable, c'est-à-dire qu'à un moment, quand vous avez la chance d'être capitale française de la culture, et c'est une chance pour notre ville, c'est une chance en matière de visibilité, c'est une chance en matière d'accélérateur de nos politiques culturelles. Si on n'avait pas eu ça, on n'aurait jamais mis en place dans chacun des groupes scolaires ces médiatrices, ces médiateurs culturels pour permettre à nos enfants, à nos élèves d'accéder à la culture. On l'a fait beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu, donc ça a été un accélérateur. Ensuite, c'est bien normal que les budgets reviennent dans la norme et dans le classique de ce qu'était la politique culturelle à Villeurbanne, mais par contre, ça va changer des choses quand même. Un dernier mot plus politique, vous êtes au Parti Socialiste qui arrive en phase de congrès. Vous êtes un inconditionnel d'Olivier Faure, vous le soutiendrez dans cette bataille? Inconditionnel, j'aime pas trop, ça fait comme si j'étais fan. Je serais son mandataire sur le département, il me l'a demandé, et donc ça veut dire que je soutiens parfaitement sa ligne, et ça veut dire que je trouve que la ligne qu'il propose pour reconstruire le PS, dans un PS qui à la fois sait s'affirmer, mais sait aussi travailler avec les autres, c'est la ligne, moi, qui politiquement me parle le plus, mais en même temps, ce serait surprenant que je dise autre chose. Finalement, ce que Olivier Faure propose aujourd'hui, je l'ai proposé en 2020 aux électrices et aux électeurs, et j'ai gagné les élections là-dessus. Donc je ne suis pas celui qui pense que l'union à gauche n'est pas une solution pour proposer et pour mettre en place un programme politique. Donc oui, bien sûr, pour moi, la question de l'union est importante. Ce qui me désole actuellement dans ce congrès, c'est qu'en fait, on passe plus de temps à discuter de qui va s'avaliser avec qui, est-ce qu'on est en dessous de LFI, est-ce qu'on est au-dessus de LFI, plutôt que de parler de la question des préoccupations des Françaises et des Français. Ils n'en ont rien à foutre de savoir si on est en dessous ou au-dessus. Ce qui les intéresse, c'est qu'on parle de pouvoir d'achat, qu'on parle d'école, qu'on parle d'accès aux soins, qu'on parle de services pédiatriques dans les hôpitaux. Et aujourd'hui, on passe son temps à se battre en disant « vous êtes pour ou contre LFI ». Mais ce n'est pas mon problème de savoir si je suis pour ou contre LFI. Je gouverne avec eux dans cette ville et ça se passe bien. Ça, c'est ma perception locale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on est au travail pour les Françaises et les Français. Et je le dis vraiment avec beaucoup de sérieux. Faisons attention au Parti socialiste à ne pas, une fois de plus, donner l'impression qu'on est auto-centré, tourné vers nous-mêmes, alors que ce que les Françaises et les Français attendent, c'est que d'abord, la gauche soit ensemble pour répondre à leurs préoccupations et que sur le terrain, elles mettent en place des mesures qui leur permettent d'améliorer la vie de tous les jours. À Villeurbanne, l'accord s'est traduit par l'élection d'un député LFI, Gabriel Amar. Vous êtes satisfait de la manière qu'il utilise pour représenter la ville? Aujourd'hui, je n'ai aucun reproche à faire à Gabriel Amar en tant que député. Je n'étais pas satisfait au départ de cette désignation, je l'ai dit, mais ensuite, je suis un homme politique, dans un appareil politique dans lequel il y a des règles du jeu et qu'il faudrait que je les change à chaque fois que ça ne va pas tout à fait dans la direction que je veux. C'est-à-dire que quand l'appareil politique est favorable à un accord pour que nous gagnions les élections municipales, ensuite il faudrait dire que je ne suis pas d'accord avec l'appareil quand il y a un accord qui est fait sur les législatives. C'est pas comme ça que la politique se passe. En tout cas, c'est pas ma conception de la politique. Puis je rappelle juste que dans les équilibres politiques, à un moment pour les élections présidentielles, le candidat que je défendais, Anne Hidalgo, qui a fait une campagne extrêmement volontariste, loyale jusqu'au bout, elle fait 2,14, et que le candidat Mélenchon, il fait 39. Ben, il faut qu'on m'explique comment on fait ensuite pour discuter en se disant « Ah non, mais en fait, il faut vraiment que ça soit un candidat du Parti socialiste, parce que c'est ce que veulent les électeurs à Villeurbanne. » C'est pas ce qu'ils ont dit, donc moi je trouve que l'accord au final au niveau national il est plutôt positif. À Villeurbanne, je m'en suis désolé à un moment. Ensuite, il faut savoir aller de l'avant. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que le député Gabriel Amar est au rendez-vous de ce qu'il avait dit qu'il ferait et que je n'ai rien à lui reprocher. Cédric Van Stevendel, je vous remercie. Et puis moi je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.